Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce jeudi 25 janvier. 19 villes des Yvelines pointées du doigt pour leur manque de logements sociaux. La Fondation Abbé Pierre l'a dévoilé dans son dernier palmarès. Pourtant, d'ici 2025, les communes soumises à la loi SRU devront avoir au moins 25% de logements sociaux. Reportage au Clé-sous-Bois et à Voisins-le-Bretonneux. Mieux encadrer le phénomène Airbnb, cette plateforme qui vous permet de trouver des locations meublées sur de courtes durées. Versailles a adopté une délibération en ce sens. Objectif affiché, protéger l'hôtellerie et le marché de l'immobilier classique. Pour en parler, Philippe Pain est notre invité, il est le président de l'UNI 78. Et puis Joe Star au théâtre Montansier à Versailles hier soir. Il était à l'affiche de la pièce Éloquence à l'Assemblée. L'artiste s'y accapare les grands discours qui ont fait l'histoire de l'Assemblée nationale. Entretien exceptionnel à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, pic de crue prévu ce week-end à Paris. C'est également le cas en aval, bien sûr, dans les Yvelines. Le département se prépare à des inondations. Sur ces images de Patrick Jacques de Dixmude et Quentin Lefrère, vous voyez l'île de la Loge à Bougival, déjà en partie les pieds dans l'eau. Le barrage de Chatou a relevé une hauteur de la Seine frôlant les 5 mètres. Lors des dernières inondations de 2016, l'eau était montée à 5,40 m. Plusieurs communes laissent donc actif leur plan communal de sauvegarde qui prévoit notamment des fermetures de voies de circulation. Les Yvelines toujours placées ce soir en vigilance orange, puis inondation, et ce jusqu'au moins 20 h. Elle regrette un manque de volonté manifeste dans son palmarès 2014-2016. La Fondation Abbé Pierre épingle les villes mauvaises élèves en termes de logements sociaux. 19 sont concernés dans les Yvelines. La loi SRU pour la solidarité, le renouvellement urbain contraint pourtant les communes à des minima. Reportage à 50 ans en Yvelines de Nicolas Kirillovitz. Pas assez de logements sociaux au Clé-sous-Bois, alors c'est la préfecture des Yvelines qui reprend la main. La loi est claire, d'ici 2025, les villes soumises au dispositif SRU devront avoir 25% de logements sociaux. Et si elles ne respectent pas le rythme de construction, les sanctions tombent. Pénalités financières et droits de préemption urbain pour l'État. Autrement dit, la préfecture récupère le contrôle pour la réalisation de logements sociaux. Une injustice pour la maire des Clés-sous-Bois. Il ne lui manque que 11 logements pour respecter le seuil des 25%. On a beaucoup un sentiment de colère et d'injustice surtout face à l'administration et à son regard sur la réalité de ce que l'on vit, ce que vivent les maires dans les communes. On est traités un peu comme des gens qui ont, font preuve de mauvaise volonté, voilà. Mais c'est pas du tout, c'est pas le cas. Dans le département des Yvelines, 19 communes sont particulièrement mises en cause pour leur manquement à la loi, 79 en tout sur la région Île-de-France. La loi SRU vise principalement à rééquilibrer sur le territoire le parc HLM, un dispositif que la maire de Voisins-le-Bretonneux, 16% de logements sociaux souhaiterait voir appliqué à l'échelle de l'agglomération. Quand la ville nouvelle a été créée, Voisins était vu comme le quartier résidentiel qui devait accueillir des pavillons. Donc en fait, on hérite d'une histoire qu'on nous reproche aujourd'hui. Et ce n'était pas un choix de l'époque, c'est l'État lui-même qui a fait le choix de répartir différents quartiers comme ça sur 50 ans en Yvelines. Un projet de loi logement sera dévoilé au mois de mars prochain. Le gouvernement pourrait alors décider d'assouplir, dans certains cas, la loi SRU. 8,3 millions de voyageurs en France dans ces logements. En 2016, Airbnb a battu des records de fréquentation. La plateforme, comme d'autres du genre, propose des locations meublées sur de courts séjours. Et face à ce phénomène, la ville de Versailles a récemment pris des dispositions. Le but, notamment, c'est de protéger l'hôtellerie. Bonsoir Philippe Pain. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UNI 78, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes également hôtelier à Versailles. Alors Versailles qui a adopté donc cette délibération qui concerne directement ces plateformes type Airbnb. Elle soumet à un propriétaire une compensation dès qu'il loue un meublé d'au moins deux, qu'il loue un meublé au moins deux, qu'il loue en meublé au moins 2 appartements. On va y arriver. Oui. La délibération en fait assouplit une précédente délibération qui a été prise en septembre et elle prévoit notamment la création d'un observatoire du meublé touristique. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures prises par la ville de Versailles? Que du bien. Je pense que le maire a bien compris les enjeux et les conséquences de cette montée en flèche de ce type d'hébergement. Je dois dire en préambule que de toute façon l'hôtellerie et les hôteliers ne sont pas contre Airbnb parce que les chambres d'hôtes existent depuis très très longtemps. Il y a des hôteliers qui louent via Airbnb aussi, ça peut se faire. Oui, ça aussi il y en a, mais
Mais disons que le concept, sur le concept de meublé de tourisme, ça existe depuis très longtemps. Et même nous, des fois, il nous arrive quand on est vraiment très submergé, très bloqué sur Versailles, on peut faire appel. Moi, je me suis fait appel à des chambres d'hôtes pour loger des clients qui étaient seuls, qui n'avaient aucune réservation. Donc le problème n'est pas là, c'est sur l'équité, hein, c'est sur l'équité fiscale, c'est sur la réglementation qu'on demande aux professionnels. C'est-à-dire qu'au niveau des charges, un hôtelier et quelqu'un qui va mettre en location un appartement type Airbnb ne vont pas payer les mêmes charges, c'est ça? Absolument, oui. Nous sommes soumis à l'IS, l'impôt société, nous sommes soumis à des contrôles de sécurité, des contrôles d'hygiène aussi, hein. Plein de réglementations en vigueur que ces propriétaires de meublés s'exonèrent finalement. Donc ils louent pratiquement les mêmes prix que nous, voire un peu moins dans certains cas, mais ils bénéficient ils n'ont aucune charge finalement. Donc c'est ça que c'est là où la concurrence est déloyale. C'est déséquilibré à ce niveau-là, et c'est ce que nous demandons à l'État. Et l'État, je crois que nous a, pour l'instant, c'est un premier pas, mais ça nous a bien répondu à travers la loi Le Maire, l'enregistrement obligatoire avec un numéro, une identification du bien auprès de la commune. Ça, c'est une loi qui date d'avril 2017, c'est la loi Le Maire. Et il y a aussi le deuxième volet qui était bien avant, c'est dans le cadre de la loi SRU de 2014, qui préconise un certain nombre de charges en cas de changement de destination d'un bien loué à titre commercial. Donc des pratiques mieux encadrées. Concernant la création de l'Observatoire du meublé touristique, il se donne 4 ans pour faire un état des lieux de la situation. À côté de ces réglementations, là, le fait de mettre en place un observatoire, c'est une mesure aussi intéressante? L'Observatoire, c'est quoi? C'est en fait une plateforme en ligne qui est mise à disposition des communes qui le désirent pour aussi bien permettre aux propriétaires d'inscrire, d'enregistrer leurs biens, parce que c'est obligatoire, et par conséquent de pouvoir tracer, de pouvoir après ensuite à la commune, suite à ces inscriptions, ces enregistrements, pouvoir dire voilà, nous disposons de tant d'appartements en location touristique sur cette commune. C'est ça l'observatoire en fait. Alors on compte à Versailles aujourd'hui entre 600 et 700 annonces sur les plateformes type Airbnb. Absolument. Pour une ville comme Versailles qui compte plus de 85 000 habitants, est-ce que ça représente beaucoup? Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Versailles, mais en même temps, ils sont suffisamment présents. Enfin, je veux dire, l'offre est suffisante, parce que sinon, on aurait des taux de remplissage assez élevés, ce qui n'est pas le cas, hein. Le taux de remplissage à Versailles, c'est entre 55 et 70%, ce qui est au mieux le 70%. Donc, c'est pas formidable, c'est pas les Théo de Paris, hein, donc il ne faut pas non plus... et cette offre vient compléter, certes, l'offre d'hébergement touristique, mais il faut que ce soit dans un cadre légal. Alors vous disiez concurrence déloyale, justement, est-ce que ça se ressent sur la fréquentation des hôtels à Versailles? Oui, très clairement le week-end. La clientèle loisir, le week-end, s'oriente vers ce type de location, ça c'est très net. Ça c'est toute l'hôtellerie confondue, hein, toute catégorie. D'autant plus qu'à Versailles, le foncier est très rare face à la demande de logement, au contraire, qui est, elle, très forte. Exactement. Et c'est c'est la partie, j'ai envie de dire, commune. Hein. C'est que le maire et son équipe s'inquiètent à juste titre de la désertification, en fait, des quartiers. Parce qu'il y a certains quartiers où le commerce va très mal. Même dans le quartier Saint-Louis, que je connais très bien, le commerce se porte pas trop mal, mais c'est pas encore formidable. Donc il faut pas non plus... il faut faire attention à ça. Les écoles, c'est pareil. Des familles qui s'implantent à la place de ces logements, c'est des gens qui sont là à l'année, qui consomment, qui vont dans les écoles, qui font des enfants. Des touristes, ils vont pas forcément aller au restaurant, peut-être, mais ils vont pas aller consommer tous les jours chez le boucher, chez le charcutier, à l'épicerie. Enfin, c'est du manque à gagner pour une commune. Donc ça répond vraiment clairement à un besoin, il y a un problème d'aménagement. Alors ces décisions prises à Versailles, on en a parlé, la loi Le Maire aussi qui réglemente ce type de location. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Peut-être des améliorations sur la loi au niveau peut-être national, des décisions à prendre encore sur le sujet? Déjà, commençons à appliquer celle-ci dans toutes les communes, dans le plus de communes qui sont concernés, parce que je rappelle que Bordeaux a passé ses délibérations aussi, Lyon très récemment, Paris bien sûr depuis longtemps, depuis cette année, mais il y a aussi Toulouse, Strasbourg, puis d'autres villes moyennes aussi, Nice bien sûr, Nice qui est très concernée, je vais vous dire. Nice, c'est presque 10 000 logements pour Nice. Paris, on arrive presque à 60 000 logements. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est des groupes derrière, c'est plus le petit propriétaire. On n'en veut pas, nous, enfin c'est pas une question d'en vouloir, mais on n'est pas là pour contrer le propriétaire qui a un appartement et qui met cet appartement sur des plateformes.
c'est pas Il y a l'enjeu. des propriétaires Mais qui ça, peuvent en avoir plusieurs mais aussi. c'est le cas à Versailles. C'est le cas. Il y a des propriétaires qui ont 12, 13 logements. Donc là, c'est vraiment une concurrence. Il nous reste un peu plus d'une minute. Je vous en prie. Je voulais vous poser 2 questions un peu plus globales sur l'hôtellerie dans les Yvelines. On l'a su, il y a eu des temps très difficiles, notamment liés aux attentats de 2015 en France. Le secteur de l'hôtellerie semblait subir une reprise. Ça, c'était fin 2017. Est-ce que sur ce début d'année, ça se poursuit, cette reprise? Alors, le début de l'année n'était pas très bon. Ouais. Les 2 premières semaines de janvier, en règle générale, sur l'ensemble du département, je pense à plus ou moins, ça n'est pas terrible. Bon, là, ça commence à reprendre. On a une meilleure visibilité, mais c'est pas encore la frénésie au niveau de la reprise. Les perspectives sur cette année, les perspectives cette année moi, je dirais, sont plutôt bonnes, puisque hormis, il y a la Radar Cup, bien sûr, mais il y a plein d'événements qui se passent à Versailles dans le département. Donc, je pense que ça va un peu amener du mouvement, amener des affaires, du volume d'activité. Merci Philippe Pain d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes hôtelier à Versailles et président de l'UMI 78. C'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le département. L'orientation au programme aujourd'hui à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La faculté de droit et des sciences politiques basée à Guyancourt a organisé la 2e édition de son forum des métiers. L'idée est de faire rencontrer professionnels et étudiants de 3e année de licence et de master. Ces derniers ne sont toujours pas au courant de leur orientation. Ils n'ont pas forcément d'idées sur leur orientation. Je vous propose d'écouter cette interview collectée au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Soit ils le savent et de toute façon c'est utile pour eux de rencontrer des professionnels et d'échanger, soit pour beaucoup d'entre eux, notamment en licence, ils ne sont pas encore sûrs de leur projet ou parfois n'en ont pas encore. Donc ça reste quand même un choix très ouvert et nos métiers du juridique et du politique ouvrent sur un panel de métiers extrêmement important. Donc c'est une forme d'orientation qui est précieuse pour eux. Et des propos également collectés par Quentin Lefrère. L'UVSQ qui accueillait également aujourd'hui une première conversation publique entre étudiants et la chorégraphe française Maggie Marin. Ces rencontres avec artistes sont à l'initiative du collectif Tête à Tête. Objectif, faire rentrer le spectacle vivant à l'université. Mélanie Poquet a suivi la rencontre du jour. Quand j'ai commencé très jeune, à 8 ans, quelque chose m'a accroché et qui m'a plus lâché. Maggie Marin, figure de la danse contemporaine, se confie. Elle est l'invitée d'honneur de la conversation publique qui s'est tenue à la bibliothèque de l'UVSQ. Un retour sur son parcours, ses inspirations et ses créations. Ça m'informe aussi de comment les gens voient la danse ou comment les gens voient le travail. Ça m'informe, ça me donne des informations sur la façon dont les gens perçoivent les choses, quoi. Et ça m'intéresse. J'en accepte plein des conversations publiques et surtout quand il s'agit d'étudiants. C'est toujours des moments que j'aime beaucoup, en fait, ces rencontres avec des jeunes gens. Ces jeunes sont au nombre de 6. Ils font partie d'un collectif Tête à Tête qui veut promouvoir le spectacle vivant pour les étudiants. On se rend compte que dans les salles de spectacle, c'est toujours le même public, les habitués. Et en fait, mine de rien, le spectacle vivant, la culture, ça amène du lien social, un aspect de vie qu'on n'a pas forcément. Mais la danse contemporaine, on peut croire que c'est assez élitiste en fait. Sauf que Maggie Marin, elle ne l'est absolument pas. Vous l'avez vu, elle est hyper généreuse dans ses réponses. Et elle dénonce en fait énormément et c'est ça qui nous a intéressés. Cette conversation publique était leur premier grand rendez-vous. Une conversation possible grâce au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Robespierre, Victor Hugo, Simone Veil ou encore Aimé Césaire, de grands discours ont marqué l'histoire de l'Assemblée nationale. Ces textes de femmes et d'hommes, Joey Starr les reprend avec sa voix, son style dans Éloquence à l'Assemblée. La pièce signée de Pierre Grillet et Jérémy Lippmann était en représentation hier au Théâtre Montansier à Versailles. Camille Lambert et Mickaël Elmidoro ont rencontré Joey Starr. Interview. Pas de rap aujourd'hui pour Joey Starr, mais du théâtre avec son spectacle Éloquence à l'Assemblée, avec notamment de grandes figures historiques, Robespierre, Lamartine, Victor Hugo. Pourquoi ces grandes figures, Joey Starr? Pourquoi non, c'est surtout le fond qui est important. Enfin, déjà, c'est pas juste les figures, et puis c'est surtout en fait quelque chose qui m'a été proposé par Pierre Grillet et Jérémy Lippmann. Et au départ, Pierre Grillet revisitait tous ces grands hommes qui ont fait de la politique et qui aussi ont été artistes de l'autre côté. Donc voilà. Il a eu l'idée, c'était il y a un peu plus d'1 an, avec Jérémy Lippmann, de mettre ça en scène et de me proposer.
Et c'est important que les discours sortent des bâtiments institutionnels? Mais bien sûr que c'est toujours important. Mais comment et puis là, on est à la limite, on est dans le théâtre. Il y a même des gens qui se déplacent, qui ne vont pas forcément au théâtre parce que c'est moi et autres. Donc bien sûr que c'est important que ça arrive à tous, quoi. C'est l'un des objectifs de la pièce? Moi, j'ai déjà tout ce que je fais, je le fais pour moi. Je le fais pour moi principalement et parce que ça m'intéresse et parce que voilà. Après, si les gens convergent dessus, c'est génial. Mais au départ, je ne pense pas à ce genre de choses, quoi. Savez-vous ce qui est triste? C'est que c'est sur le peuple que pèse la peine de mort. Vous avez été obligé, dites-vous. Il y avait dans un plateau de la balance l'ignorance et la misère. Il fallait un contrepoids dans l'autre plateau. Vous y avez mis la peine de mort. Eh bien, ôtez la peine de mort. Vous va la forcer. Forcez, entendez-vous, d'ôter aussi l'ignorance et la misère. Vous êtes condamnés à toutes ces améliorations à la fois. Alors, le théâtre Montansier a été créé en 1777. Est-ce que le discours a plus de résonance ici, dans un lieu historique comme celui-là? Oui, si on veut, quoi. Mais pour moi, où que ce soit, que j'aille le jouer à Anjou ou à Meaux, ou à... voilà, maintenant, après, effectivement, c'est le premier théâtre, c'est surtout pour moi. Bon. Je trouve que c'est surtout mon ego que ça flatte. Et puis, voilà, quoi. Mais après, comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ça soit porté de manière avec justesse, je veux dire. Et c'est une première ici pour vous à Versailles? C'est une première pour moi à Versailles. Et du coup, quel est le discours que vous avez le plus aimé sur scène? Ça se fait vraiment à l'humeur. Ça change en fonction des représentations? Ouais. Puis ça se fait à l'humeur, mais c'est sûr que j'ai une affection particulière pour Aimé Césaire, par exemple. Voilà, mais sinon... non, il faut savoir que pour certains discours, comme celui d'Olympe de Gouges, qu'elle n'a pas pu livrer, ou Robespierre, ou Jaurès, les gens sont morts le lendemain, voire quelques jours après, quoi. Donc on sent que déjà on n'est pas dans la dynamique d'aujourd'hui où on a des énarques ou des politiciens qui sont des managers et où le privé a pris le pas sur le public nettement, alors qu'on sent qu'il y a des relents de ça déjà à ces époques-là, en 1700 ou autre, mais on sent qu'il y a plus de militantisme, plus de ventre, plus de cœur, enfin voilà, quoi. Et comment fait-on pour se mettre dans la peau de ces personnages? Déjà, comme je le disais au départ, on peut essayer. Déjà, comme je le disais au départ, ce sont des gens, qui ont écrit pour le théâtre ou qui ont écrit tout court. Voilà, donc on sent que dans l'écriture, il y a quelque chose de très théâtral, même si ça reste de la politique, même s'ils sont là pour informer, annoncer, ou imposer ou autre. Il y a quelque chose de très théâtral déjà. Donc de fait, à part Robespierre qui était avocat, voilà, tous les autres. Donc du coup, c'est écrit avec une certaine verve, emphase, enfin voilà, quoi. Donc c'est ce qui me permet peut-être de trouver une porte pour pouvoir y accéder. Il y a un jour dans l'année où le plus imperceptible citoyen, où l'atome social participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste des affaires publiques. Un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale. Et qu'est-ce que l'éloquence selon vous? C'est le corps, la voix, les deux à la fois? Les silences, la posture, c'est plein de choses, c'est plein de paramètres. Le corps aussi joue un rôle important? Oui, je vous ai dit oui. Et est-ce que la mise en scène, vous êtes tout seul du coup sur scène, est-ce que ça apporte une autre aura encore plus? Heureusement, sinon ça serait inutile, sinon je vais dehors devant le théâtre et pas dans le théâtre. Oui, non, mais tout à fait, la mise en scène... La nôtre, pour le coup, est très moderne, très simple, très sobre, c'est ce que j'aime. Et bien sûr qu'elle amène à mort. Je l'ai joué dans la salle des Pas Perdus à la gare Saint-Lazare, pleine lumière, machin, vers 18h. Bon, voilà, je me sentais un peu amoindri parce qu'il n'y avait pas la mise en scène. Et je pense que même pour les gens qui rentraient chez eux comme ça, voilà, le truc était là parce que les gens étaient curieux à propos de ce que je pouvais foutre là. Voilà. Mais je sais que si on avait pu avoir des rideaux, machin, enfin tout le truc, la mise en scène, je sais que ça aurait apporté à mort. Il y a un dialogue direct aussi avec le public? Vous, le public? Ça, vous verrez bien. Ça parle forcément d'éloquence, votre spectacle. Est-ce que l'éloquence, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente, l'éloquence? L'éloquence. Mais je pense qu'on est en... Est-ce qu'il y a des mots sur lesquels, je sais pas, vous avez insisté peut-être dans votre spectacle? Il n'y a pas de mots sur lesquels j'insiste. Il y a, je pense que
tout est pesé de la manière, enfin, au possible de la manière dont ça a été livré par les auteurs. L'éloquence, c'est la manière de livrer. Comme je disais tout à l'heure, tout est dans les silences, la posture, c'est l'intention, quoi. L'éloquence, c'est l'intention, tout court, quoi. C'est l'intention, pour moi, l'éloquence, c'est aussi la vie dans l'échange, enfin, voilà, quoi. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent à la sortie du spectacle? Ah bah ça, j'ai pas de vérité ou de volonté propre qui soit, je sais pas ce que les gens retiennent. Ce que je voudrais, c'est que les gens, on va dire pour ceux qui ne vont pas au théâtre et sont là, les curieux, peut-être ouais, si ça peut réveiller une certaine conscience citoyenne qui sommeille en eux, ouais, ça peut être bien. Sinon, voilà. Merci. Après, non, parce que je laisse chacun le libre cours à sa perception d'eux, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Merci. Entretien de Camille Lambert et Mickaël Elmidoro. C'est un événement national. La nuit des conservatoires 2018 se déroule ce vendredi. Elle prendra place également à Saint-Quentin en Yvelines. L'école de musique et de danse de Trappes participe au rendez-vous en proposant des portes ouvertes, expositions et concerts. L'orchestre Hélios sera en représentation dans le cadre d'une programmation hors les murs de la Meurise. On écoute la directrice de l'école. Elle était l'invitée hier du 7-8 Culture de Mélanie Poquet. Elle commence à 17h et elle se terminera certainement vers 23h et se prolongera le lendemain. Nous avons pris la décision de faire une nuit des conservatoires prolongée le samedi avec notre événement phare Tempo pour avoir un week-end festif, convivial, qui puisse accueillir le public et qui vienne découvrir en fait tout ce que l'on peut proposer au sein de l'école de musique et de danse. Et plus d'informations sur cette nuit des conservatoires à Trappes sur le site internet qui s'affiche. On referme cette page culture avec le costume. Il peut être déguisement, masque et même apparat. La ferme du Mousseau à Elancourt expose depuis le 19 janvier ses œuvres interrogeant cette notion du costume, des habits traditionnels qui deviennent des performances et des œuvres d'art, comme vous allez le voir avec ce sujet de Mélanie Poquet. Des ébauches, des croquis, le point de départ de la conception du costume. Qu'il soit d'apparat ou traditionnel, il est au cœur de l'exposition Résonance d'Elancourt. On est vraiment sur cette idée-là de quelque chose que l'on porte sur soi, mais que l'on porte devant un public. Dans l'idée de costume, il y a vraiment l'idée d'être en spectacle, même pour traverser la rue, éventuellement. Voilà, ça dépend si on envisage cette traversée de la rue comme une performance, mais pourquoi pas. Des costumes résolument contemporains, 6 artistes franciliens sont exposés. 6 femmes, plasticiennes et costumières, mais aussi des travaux d'élèves, ceux de l'école d'art plastique de la commune. J'ai souhaité les faire travailler eux aussi sur cette notion de costume. Donc justement, on a beaucoup travaillé déjà sur la différence entre le costume, l'habit, le vêtement. Et puis on a expérimenté comme matière le papier. On a essayé de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec du papier et ils ont découvert des choses incroyables. De la peinture à la sculpture, Résonance emmène sur les podiums de défilés de mode ou dans le rapport vêtements-peau et place le costume dans la lumière. Une rencontre insolite à présent. Jean-Claude Klinger est archéologue. Il collecte différentes pierres et des objets datant de la préhistoire. Ce collectionneur a décidé depuis 5 ans d'exposer ces objets à la Boissière École. Mickaël Elmidoro, Nicolas Dandry et Camille Lambert. Alors voilà une meule néolithique. Le néolithique, ce sont les premiers paysans. C'était l'outil utilisé par les agriculteurs de la préhistoire pour fabriquer de la farine. Un objet datant de plus de 6000 ans, découvert au Maroc par Jean-Claude Klinger. C'est vraiment notre passé, quoi. De la farine, on en fait toujours aujourd'hui. Et à l'époque, c'était donc les inventeurs du pain, en fin de compte. Passionné d'archéologie, Jean-Claude Klinger, c'est un peu l'Indiana Jones yvelinois. Il possède près de 800 pièces, des silex, des lames aiguisées et des fossiles. Plusieurs trésors de la préhistoire découverts lors de recherches, une activité qu'il exerce depuis la fin des années 70. Essayer de savoir, de connaître l'âge, de savoir quel type d'homme l'a réalisé,
Donc il faut chercher dans les livres, dans les archives, de quelle période ça peut être. Et après, il faut faire le dessin de cet objet et faire un rapport de prospection. Un document obligatoire après une découverte à envoyer à la direction régionale des affaires culturelles ou au centre de recherche archéologique de la région nantaise. Jean-Claude Klinger peut ensuite exposer ses trouvailles dans sa petite maison en bois de la Boissière-École, un musée qu'il continue d'alimenter à travers ses chasses au trésor. Une bonne nouvelle sportive pour refermer ce journal. Marvin Petit est bien le nouveau champion intercontinental des poids légers. La ceinture du boxeur saint-quentinois a été confirmée par la WBA et la Fédération française. Samedi dernier, dans le 92, il avait remporté son combat au 7e round par KO contre Samir Kasmi. Mais une bagarre générale avait éclaté dans la salle entre des supporters. Avec la confirmation de cette victoire, Marvin Petit intègre donc le top 15 mondial dans sa catégorie. C'est la fin de ce 7-8 journal. À suivre ce soir sur notre antenne, un débat consacré au retrait de la candidature de la France à l'exposition universelle 2025. C'est à suivre. Belle soirée à tous sur TV78.